Alors, sans plus attendre, nous allons commencer ce webinaire pour répondre à la question suivante. Pourquoi la culture doit être au cœur d'une transformation agile à l'international? Et pour y répondre, nous sommes honorés d'avoir parmi nous Sohail Rattani, responsable de la transformation agile à la Société Générale au sein de la BU AFMO. Sohail, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue parmi nous. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci Jean-Nicolas. Et merci de votre invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, en espérant être utile à la réflexion sur la transformation agile de l'entreprise. Bien sûr. Alors, est-ce que, pour commencer ce webinaire, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Alors, je préviens tout de suite, je ne suis pas un expert agile. Donc, toutes vos questions concernant les protocoles SAFe et autres, c'est pas moi le bon interlocuteur. Je suis plutôt focalisé sur la transformation elle-même, parce que je pense que c'est ça qui est aujourd'hui important dans notre contexte. Donc, je suis responsable de la transformation agile à la Société Générale dans la BU Afrique, qu'on appelle AFMO, Afrique Méditerranée Outre-mer. Et je supervise également la filière système d'information de la business unit. Mon parcours est marqué par la banque d'une part et l'IT d'autre part. Parce que j'ai été depuis mon plus jeune âge bercé par l'IT bancaire, que ce soit dans des grands réseaux bancaires comme BNP ou Caisse d'Épargne, ou comme dans des banques digitales comme Ecbank, où j'ai assuré la fonction de DOSI. J'ai rejoint Société Générale en 2011, d'abord en tant que COO de la DSI ou de la DOSI BSC, qui s'occupe des solutions corporate. Et j'ai rejoint AFMO il y a un peu plus de 5 ans, d'abord comme account manager de la région AFS, donc Afrique subsaharienne. J'ai entre autres conçu la Digital Factory qui est aujourd'hui active, et donc en charge de la supervision SI et de la transformation agile depuis maintenant 2 ans. D'accord, donc la Société Générale, tout le monde connaît, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la BU AFMO? Oui, très bien. Alors, la BU AFMO, la Société Générale, elle couvre les territoires de l'Afrique subsaharienne, de la Méditerranée, du pourtour méditerranéen et de l'outre-mer. Ça représente environ 22 filiales qui sont réparties dans 20 pays différents et organisées en 5 régions et qui couvrent les 3 continents, donc le continent africain, le Pacifique, l'Océanie, même si ce n'est pas un continent, et puis le siège parisien qui est aussi important. SG a une position de leader historique en Afrique, dans tous les métiers bancaires, retail, corporate. C'est à peu près environ 13 000 collaborateurs, 4,2 millions de clients, dont près de 175 000 entreprises, plus de 1000 agences. Et AFMO, donc la BU AFMO, c'est le pilier de croissance pour Société Générale qui surfe sur la dynamique de croissance actuelle en Afrique. Très bien, merci beaucoup. Et donc, AFMO s'est lancé depuis 2 ans dans une transformation agile. Mais du coup, pourquoi cette entité a-t-elle besoin de se transformer? Alors, avant de répondre à ta question, Jean-Nicolas, essayons de comprendre ce qu'est l'Afrique, ce qu'est AFMO, et dans quel contexte on évolue. L'Afrique a un taux de croissance annuelle moyen supérieur à 5%. Comme vous le savez, la population active devrait doubler d'ici 2050. C'est une croissance extrêmement forte pour atteindre 1,5 milliard d'habitants. L'Afrique fait face à une révolution des usages bancaires depuis quelques années, que ce soit pour les particuliers ou pour les corporates, qui est d'ailleurs en partie corrélé à l'usage accru du digital, et notamment des smartphones, du mobile, des feature phones, enfin de toutes les formes de mobilité, la diminution du cash, qui est progressive, lente, mais qui est là.
C'est aussi une population qui est très technophile, en soif d'innovation, et où le digital a pas mal contribué à l'inclusion financière. Comme vous le savez, le taux de bancarisation du continent reste faible comparé aux économies européennes, de l'ordre de 16%. Donc là aussi, il y a un énorme potentiel au niveau de l'inclusion financière. Donc l'Afrique est en train à la fois de réaliser un bon quantique en matière technologique et est en train vraiment de rentrer fortement dans les usages bancaires, même s'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Société Générale connaît bien ces géographies, puisqu'on est leader dans pas mal de ces pays. Dans certains pays où on est présent depuis plus de 100 ans, comme par exemple au Maroc, et dans un environnement hyper concurrentiel, parce que voilà, les autres banques ne nous ont pas attendus pour y aller aussi. Et c'est une concurrence qui est à la fois sur le bancaire et le non bancaire. Voilà. Donc ils offrent des produits financiers à la fois via la banque et des entités non bancaires, mais aussi très innovants. Voilà. Donc c'est un contexte qui nous pousse à être au rendez-vous de ces enjeux business qui sont massifs, des enjeux clients qui évoluent vite. Et donc l'agile nous a paru être une arme, parmi d'autres, intéressante, qui doit nous aider à adresser deux enjeux majeurs. Le premier, c'est de délivrer la valeur client plus rapidement et plus régulièrement, avec une qualité optimale pour nos clients. Et le deuxième objectif, qui est corrélé, c'est de faire un bon usage de nos investissements et éviter le gaspillage. Comme vous savez, le marché nous dit que quand on développe de façon classique ou quand on intègre de façon classique, il y a près des 2/3 de ce qu'on fait, de ce qu'on investit, qu'on n'utilise pas. Eh bien, l'agile devrait nous permettre, par une bonne priorisation de nos investissements, là aussi, éviter le gaspillage. Et le tout dans une culture à la fois de responsabilité et d'innovation. Donc pour nous, c'est loin d'être un effet de mode, c'est vraiment un must, voilà, et c'est une transformation qui véritablement part de ce besoin business et de la demande du marché. Très bien, merci. On comprend bien justement le besoin de se transformer. Mais voilà, AFMO, tu l'as dit, c'est 13 000 personnes, plus de 20 pays à transformer. J'imagine que vous avez dû faire face à de nombreux défis. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est vrai que la business unit AFMO a ça de particulier, c'est qu'elle gère une étendue de territoire très vaste, qui vont de l'Afrique au Pacifique. Donc, la distance est un élément très important. Il y a pas mal de régions, pas mal de pays, qui couvrent donc les 3 continents. On n'oublie pas Paris qui a aussi des interactions extrêmement fortes et au quotidien avec les régions et les filiales, donc qui est également concerné par le fait de s'agiliser. Nos filiales sont des entités de plein droit juridiquement, donc voilà, c'est important d'avoir aussi cet élément-là en tête. Pas mal de particularités selon les géographies, que ce soit au niveau des langues, au niveau des fuseaux horaires, au niveau des traditions culturelles. Nous avons aussi un SI qui est sur la voie de la convergence et de l'intégration, mais qui reste encore relativement différent suivant les régions. Il y a aussi les réglementations bancaires locales ou régionales qui pèsent sur ce qu'on réalise. Il y a aussi la problématique des ressources rares, la ressource humaine, c'est la rareté des expertises, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Voilà, donc on ne peut pas s'appuyer sur un modèle standard ou sur quelque chose qu'on pourrait copier-coller de ce qui existe à Paris et le répliquer. Voilà, donc on a beaucoup travaillé sur ce modèle qui puisse s'adapter à nos régions. Alors ce sont certes des défis, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout des opportunités, parce que pour moi la diversité c'est d'abord source de richesse. Donc voilà, regarde les deux côtés du livre. Très bien, on voit en tout cas qu'à la fois, voilà, c'est beaucoup de défis et tu l'as dit, beaucoup de richesses.
Et du coup, quelles sont les clés qui t'ont permis de bien débuter cette transformation, de réaliser les premiers pas et d'en fabriquer les premiers succès? Alors, plusieurs convictions et puis une démarche. D'abord, les convictions. Lorsqu'on a commencé à discuter de ces sujets il y a un peu plus de 2 ans, avec le top management de la business unit, on a pensé que c'était le bon moment pour se lancer parce que la business unit elle-même se transformait. On était en train de créer les régions, en train de créer notre dossier à Casablanca. Donc voilà, donc il y avait un mouvement et il était important d'accompagner ce mouvement. L'autre raison, c'est que les modèles d'agile tout intégrés dans le même immeuble avec des équipes toutes présentes dans la même pièce, chez nous, ça n'existe pas. Donc, on attendait que les modèles d'agile distribués maturent un petit peu, ce qui était le cas maintenant, on en voit de plus en plus. Et ça nous a aidé à parfaire notre conviction et dire, OK, c'est le bon moment pour se lancer. Et une deuxième conviction très forte qui nous a guidés, c'est que le business doit être au centre de la transformation agile. Alors c'est facile à dire, mais c'est complexe, hein, parce que l'agile, comme vous le savez, a été tiré historiquement par les équipes SI, voilà, je peux leur rendre hommage. Mais on sait très bien qu'on atteint vite les limites si le business ne rejoint pas, n'est pas partie prenante de l'agile et du fonctionnement agile. Voilà, donc on a très vite commencé à s'intéresser d'abord à comment le business peut nous accompagner. Donc on a commencé à parler de l'agilité de l'entreprise et pas que de l'IT. Donc on parle du change the bank, hein, ou de projet bancaire, comme on parle du run the bank, de la banque tout simplement, sans aucun lien avec un projet IT. On a très vite commencé à parler de la façon avec laquelle on allait mesurer notre progrès. Donc on a commencé à parler des KPI business, des OKR. On a également commencé à parler avec nos business du besoin d'avoir des PO, des tribe leads légitimes, disponibles. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'on a commencé, des graines qu'on a commencé à planter très très tôt dans l'esprit de nos collègues business. Et l'intention de mettre en place une gouvernance où l'ensemble des patrons des régions était partie. Donc on a voulu dès le départ marquer le fait que l'agile, c'est pas juste l'affaire des techniciens, voilà, dans une salle obscure, mais c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de l'entreprise, et qu'elle doit répondre, et elle doit être tirée par des besoins business, avec le business au centre de l'édifice. Ensuite, on a construit la démarche, hein, qu'on a co-construite, hein, il y a à peu près 2 ans, en mettant l'ensemble des régions autour de la table. À l'époque, on pouvait encore un peu voyager. Voilà, on a mis toutes les régions, on a mis aussi le siège autour de la table. Et on a regardé comment, avec tous les modèles qui existent sur le marché, comment on peut nous le prendre et comment on peut l'adapter à notre contexte, tout en assurant une cohérence globale. Parce que l'idée n'était pas que chacun fasse ce qu'il veut, mais à la fin des fins, malgré tout, parler le même langage. La deuxième chose qu'on a faite, c'est très rapidement avoir un sponsorship très très fort qui couvre l'intégralité de la business unit. Et nous avons la chance, hein, d'avoir un sponsor extrêmement motivé, et je peux vous garantir que c'est une clé très importante. La troisième chose qu'on a faite, c'est qu'on a, parallèlement qu'on réalisait notre feuille de route qu'on a bâtissée, on a commencé à acculturer l'ensemble des comités de direction des filiales, l'ensemble des COMEX des filiales et des régions à l'agile. Nous avons la conviction que, encore une fois, je me répète, l'agile n'est pas juste l'affaire des IT guys. C'est l'affaire du tout haut jusqu'à l'ensemble des collaborateurs. Il est extrêmement important que nos patrons, les CODIR, les COMEX, les managements intermédiaires parlent la même langue, partagent les mêmes valeurs. Et la distance n'aide pas, mais malgré tout, on l'a fait et on l'a fini pendant l'année 2021, pendant le Covid. C'est pas facile, c'est des choses qui prennent en général du temps, une demi-journée, une journée. On a fait ça au téléphone. C'est pas évident, mais on a senti que la présence était là et les willingness étaient là. Et ensuite, on s'est lancé début 2020, mars 2020.
Voilà, on a donné l'impulsion avec des exemples, des vrais exemples, on a fait du test and learn. Des exemples qui ont marché, qui ont réussi. On a beaucoup appris aussi des exemples qui n'avaient pas marché. Et enfin, on a travaillé sur le volet justement du sens, le volet de ce qui fait notre unité malgré cette diversité. Donc, on a beaucoup travaillé avec les RH et le middle management sur l'infusion de cette nouvelle culture et de cette valeur qu'elle porte. La conviction qu'on a eue très très vite, c'est que la culture agile, c'est la clé de voûte de la transformation. Et elle est exacerbée par notre contexte et par notre environnement qui est comme je vous l'ai dit. Donc voilà comment on a fait nos premiers pas jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors justement, cette culture dont tu parles, en fait, qu'est-ce que vous appelez la culture chez AFMO et pourquoi elle est si importante dans le cadre de cette transformation? Alors, la culture agile, vous la connaissez, hein, c'est quelque chose qui est relativement classique. Voilà, Internet est rempli d'ouvrages sur la culture agile. Pour moi, c'est ce qui sous-tend la méthode. Voilà, c'est la partie invisible de l'iceberg, parce qu'on sait très bien, et je pense que vous n'allez pas me contredire, que voilà, la partie culture de l'agile, c'est vraiment la partie qu'on ne voit pas, c'est la partie la plus importante. Et c'est toute la différence entre faire de l'agile et être agile. Voilà. Pour moi, les deux composants sont indissociables l'un de l'autre, parce qu'on ne peut pas faire de l'agile si on n'est pas agile. Mais pour autant, c'est compliqué d'adresser la partie invisible de l'iceberg, parce qu'on a souvent tendance à d'abord s'intéresser à la méthode, c'est normal, c'est ce qu'on a fait aussi, mais je pense qu'il est important, tôt ou tard, d'adresser la partie culture, parce qu'elle ne se diffuse pas tout seul. Les entreprises évoluent, changent, il y a du turnover, des personnes qui arrivent, des personnes qui partent. On ne peut pas garantir que juste en faisant de l'agile, on peut devenir agile. Voilà. Ça, c'était la grande conviction qu'on a. Et je pense qu'on est beaucoup plus efficace lorsque ces valeurs, cette culture qui sous-tendent les nouveaux modèles de fonctionnement sont partagés par tous. Parce que c'est la culture qui va vous donner le lien, qui va vous donner le sens, qui va vous donner la fluidité, qui va vous donner le fait que les uns et les autres se comprennent, ils interagissent avec efficacité, au lieu de faire des mails qui provoquent des polémiques. Voilà, on prend le temps de discuter, on prend le temps de partager, on prend le temps de faire des feedbacks. Et quand on a un contexte aussi divers, aussi distant que nous, voilà, c'est important de diffuser ces valeurs d'agilité. Mais adresser cette culture réellement demande une conviction forte à tous les niveaux. Un alignement des astres, une capacité à adresser ces sujets qui sont très soft avec la RH, avec les managers, en impliquant les clients, en essayant d'aligner nos comportements. Donc c'est un chemin long qui nécessite une véritable capacité de l'entreprise à adresser ces sujets concrètement. Voilà. C'est pas facile à réaliser, mais il faut que ça soit concret et ça s'inscrit dans le temps. Voilà. Donc c'est pour nous, c'est ça, c'est ces deux composants, faire de l'agile et être agile, qui sont indissociables. Et c'est ça qui fait aussi la complémentarité entre le toolset et le mindset, hein, c'est ce qu'on dit habituellement. Donc le toolset, c'est très important, hein, la méthode, c'est extrêmement important, parce qu'elle rythme, elle cadence, elle donne une habitude de travailler différent, puis le mindset qui le soutient. Et avec mon équipe que tu connais, Jean-Nicolas, on a tendance on a toujours l'habitude de dire que sans la culture, la méthode n'est rien. Voilà. Et elle ne fait peut-être pas. Beau slogan, en tout cas. Voilà. Ou sans la culture, la méthode n'est rien. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, d'ailleurs. Et du coup, on voit que donc, tu veux mettre cette culture au centre et ça fait l'objet de cette transformation. Du coup, comment précisément vous avez travaillé pour opérer cette transformation culturelle? Est-ce que vous avez choisi d'attaquer cette transformation culturelle par des thèmes en particulier? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur la manière dont vous avez procédé? Alors d'abord, nous ne sommes qu'au début. Hein. C'est très, très humble par rapport à ce sujet, hein, qui s'inscrit, comme je te dis, dans le temps long. On a fait un choix d'attaquer ce sujet de la culture
par 3 thèmes qui nous semblaient prioritaires et pertinents dans notre contexte. Il y a bien sûr plein d'angles d'attaque sur ce sujet-là, mais nous, on a choisi ces 3-là avec notre sponsor. Premièrement, la centricité client. Je pense que tout le monde peut s'accorder à dire qu'une des promesses de l'agilité, c'est d'être client-centric. Voilà. Et pour nous, ça nous paraissait important de se poser la question de ce que veut dire être centré client, comment mettre le client au centre de nos décisions, au centre de nos organisations, comment adopter une culture produit plutôt que projet, comment écouter le client continu. Voilà, ce sont les questions qu'on s'est posées. Le deuxième thème qu'on a choisi, ce sont les nouveaux rôles et les nouvelles compétences. Et pour moi, c'est un sujet fondamental. Parce que l'agile, c'est nous qui allons la faire. Ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise qui vont la faire. Donc, si les nouveaux rôles, Product Owner, Tribe Lead, Agile Master, etc., si ces rôles-là ne sont pas connus, ne sont pas compris, ne sont pas valorisés, je pense qu'on aura toujours un déficit dans notre transformation. Parce que c'est eux qui vont faire la différence. Il faut que l'entreprise soit capable de donner une promesse à ces personnes qui sont attirées par ces rôles et qu'elle accompagne la transformation par des emplois pérennes. Donc toute la question, c'est comment on va susciter des vocations sur ces nouveaux rôles, comment on va les inscrire dans les référentiels de nos emplois, comment on va les inscrire dans la GPEC, etc. etc. Et c'est d'autant plus important, alors c'est important côté IT, parce que les rôles, tu le sais, évoluent, des chefs de projet, business analysts, etc. Mais c'est aussi important, et encore plus important, je vais le dire, côté business, parce que, voilà, comment dire à je sais pas moi, un patron du marketing ou à son adjoint, une belle équipe, voilà, que ça serait bien qu'il aille gérer un projet agile pendant 18 mois. C'est pas facile à vendre, cette chose-là. Donc, voilà, on a mis beaucoup d'accent sur ce thème-là. Troisième thème, pour moi, et le complément à tout ça, ce sont les postures managériales. On sait que l'entreprise est composée d'humains, de managers qui ont tous des histoires, des vécus différents. Et pourtant, on dit, bon ben voilà, dans l'agile, il faut que les équipes soient autonomes, qu'elles soient responsables, qu'elles prennent des décisions, etc. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'ensemble du corps managérial dont dépendent ces squads, ces tribes, ont cette capacité à être innovants, à oser, à devenir responsables, à prendre des décisions au quotidien? Voilà, donc en quelque sorte, est-ce que la délégation, le droit à l'erreur, l'autonomie de prise de décision, le test and learn, le droit au renoncement, est-ce que toutes ces choses-là sont bien acceptées, sont bien valorisées dans l'entreprise? Et là aussi, il nous a semblé important que ce sous-jacent-là devait être travaillé avec l'ensemble du corps managérial pour qu'il se retrouve également dans cette transformation. Donc voilà les 3 thèmes que nous avons choisis sur le volet culture de la transformation. Merci. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de l'application? Tu en as déjà cité quelques-uns, mais l'application de ces thèmes dans la réalité, comment ça se traduit? Alors oui, en complément, quelques exemples sur la centricité client. On a noté par exemple qu'on allait rarement à la rencontre des clients. Je dis, les équipes projet, j'entends. Hein. Les équipes marketing, dans les réseaux, ils sont tous les jours au contact du client, heureusement. Mais les gens qui bossent sur les futurs produits, sur les futurs services, c'est vrai, on est peu en contact du client. Alors certaines filiales le font, ils le font très très bien. Je sais que mes copains, mes amis algériens le font assez bien chez Algérie. Ben voilà, on veut faire en sorte que nos tribes, nos squads aillent à la rencontre des clients, qu'on monte nos communautés clients. Comment on peut aussi les embarquer dans le développement de nos produits et services, quel type de boucle on peut mettre en place. Il y a aussi l'autre question, c'est de passer progressivement dans une mode de chaîne de valeur. Nos amis au Maroc, les GMA, l'ont beaucoup pratiqué et ils sont en train d'accélérer sur cette partie-là. Donc, voilà, comment on passe d'une agilité, je dirais, step by step ou unitaire, à des définitions en chaîne de valeur qui nous permettent d'organiser entre elles. Donc, et s'organiser en tribe permet justement de mettre le centre au client parce qu'on s'aligne par rapport à une chaîne de valeur qui est une chaîne de valeur produit. Sur les nouveaux rôles, là effectivement, il y a
pas mal d'actions concrètes, que ce soit sur la définition des rôles, les intégrer dans la GPEG, comment avoir je sais pas moi, des standards de détachement, hein, lorsqu'on parle de PO, de trade lead, qui viennent exercer ces rôles-là dans la durée. Quel parcours on leur offre, comment on reconnaît ces nouveaux rôles. Et enfin, sur la thématique des postures managériales, donc un gros travail avec la RH sur ce sujet-là, sur l'évolution de la charte managériale, sur des webinaires qu'on va mettre en place. Une série d'acculturations massives de notre corps managérial, également la façon avec laquelle on définit les objectifs individuels, des objectifs collectifs, hein, dans cette transformation. Donc au final, les idées qui sont sorties sont des idées classiques, hein, mais voilà, on n'a pas inventé la poudre. La différence, c'est vraiment de les prendre à bras le corps et créer une dynamique d'entreprise pour les délivrer concrètement et dans toutes les géographies, les rendre visibles, communiquer, les valoriser et créer le momentum. Donc on pense que la différence, on la fera comme ça, bien évidemment avec un soutien managérial et RH total. Et heureusement, on a cette chance dans la BU que tous les DRH des régions et la DRH à Paris sont convaincus par cette approche, donc on a une grosse aide sur ce volet-là. Mais encore une fois, on n'est qu'au début de l'aventure et le chemin sera très long. D'accord, mais merci d'avoir précisé ces grandes thématiques par des exemples concrets qui vont servir cette transformation culturelle. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment vous allez vous y prendre pour que cette nouvelle culture infuse dans toute l'organisation? Alors, d'abord, c'est un thème qu'on a mis spécifiquement sur la table. C'est un volet de la transformation agile, sous l'impulsion, encore une fois, de nos sponsors, qui est très motivé par ce sujet. Voilà, donc on lui a donné une finalité, un contour, des livrables, une gouvernance. Donc on a fait comme si c'était un projet, en fait. Donc c'est sur la table, au même titre que quand on fait un projet, on a un comité de pilotage. Et bien là, on a un comité de pilotage, on a un livrable, on a des actions qui sont portées par la communauté. C'est pas nous, depuis Paris, qui faisons tout ça. C'est construit et porté par les praticiens, les RH, les managers et les responsables des régions. Donc, on a commencé, enfin, le mécanisme qui nous a permis d'arriver là, c'est d'abord d'avoir fortement mobilisé le top management. Et je reviens sur ce sujet parce que sur cette thématique de la culture, la présence, le sponsorship du top management est clé. Donc, on a mis tous les patrons de région, les membres du COMEX, des CEO, tous les DRH des régions, du siège, tous les CEO, les praticiens, voilà. On les a tous mis ensemble, on a fait plein d'ateliers comme ça, pour qu'ils co-construisent, d'abord qu'ils réfléchissent aux 3 thématiques dont je t'ai parlé, et ensuite qu'ils co-construisent ensemble une feuille de route avec des actions. On les a fait voter, bien sûr, avec des likes, etc., sur Teams, pour que on ait prêt. On les a aussi inspirés avec des modèles internes, externes, hein, voilà, pas mal de... D'ailleurs, OnePoint nous a aidé sur ces REX-là. On a aussi eu des REX internes, parce que chez Société Générale, on a aussi des entités qui ont des maturités très avancées, comme nos collègues tchèques, hein, à l'AKB. Et ensuite, on les a laissés définir ces actions et s'engager. Voilà. On est en train maintenant de lancer ces actions, les unes derrière les autres, en mode test and learn. C'est pas simple, ça demande mobilisation de beaucoup de filiales, beaucoup de régions. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet, ou ce volet de la culture dans la transformation, ça ne marche pas à coup de directives ou de mails ou de notes qu'on ferait depuis Paris, et puis en disant, bah, tiens, il faut faire ça. Ça nécessite beaucoup de proximité, même téléphonique, beaucoup d'implication, beaucoup de responsabilités, et une capacité à créer des conditions favorables à une telle transformation. Voilà. Et on commence à délivrer, donc c'est encourageant. D'accord, merci beaucoup, Sohail, pour toutes ces réponses.
J'ai une dernière question pour toi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? BU AFMO la BU AFMO en 2024, voilà, ça serait quoi? Alors, UFMO ou un rêve. Ou un rêve, voilà. Voilà. En fait, je pense que... Alors moi, j'étais récemment à des comités de pilotage de projets SI, bon, avec le business, qu'on mène en agile. Et j'ai eu la grande satisfaction que, en fait, c'est le PO qui parlait, hein, Agile Master, Internet, de temps en temps, mais c'est PO, donc c'est business qui parlait. Il parlait un langage business, il parlait des résultats concrets, il parlait du client, il parlait des KPI, des OKR qu'il a mesurés. Et dans ce comité de pilotage d'un projet SI, on n'a presque jamais parlé de SI, en fait. Moi, j'ai trouvé ça bien, parce que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on centre notre gouvernance sur la finalité, sur le sens, sur le livrable. Pas sur tous les éléments qui participent, parce qu'à un moment donné, quand on marche en agile, on est main dans la main dans le business, on parle le même langage, on partage les mêmes contraintes, qu'elles soient business, IT, infra, sécu, etc., et on prend des décisions ensemble. Donc du coup, quand on arrive en comité de pilotage, il n'y a pas de « Ah ben tiens, on a un problème avec les infras » ou « Tiens, on a un problème avec ci, tiens, l'utilisateur n'a pas validé le besoin ». Non, on a pris des décisions en conscience, et à un moment donné, on est venu avec un livre. Voilà, donc mon rêve, c'est que voilà, dans tous les comités de pilotage, quasiment l'IT soit secondaire et qu'on parle business parce que c'est ça la finalité. Et puis, bon, l'agile, c'est une transformation positive. Alors, il n'y a pas de limite. Hein, the sky is the limit. C'est une transformation qui est enthousiasmante. Donc, j'ai pas de doute que c'est un rêve qui n'est pas si rêve que ça. Atteignable. Très bien, bah merci beaucoup. On arrive à la fin de cette partie interview et donc je vous propose d'utiliser les quelques minutes qui nous restent pour passer à une séance de questions-réponses. Donc je pense que sur le chat, il y a eu de nombreuses questions et donc je vais passer la main à Kumba pour savoir, voilà, quelle est la première question qui a retenu ton attention? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, il y a un certain nombre de questions. La première, et pas des moindres, concerne effectivement la crise sanitaire actuelle. Donc on a une question qui est: est-ce que la crise sanitaire actuelle a été un facilitateur de l'adaptation de la transformation culturelle? Alors, je ne dirais pas que ça a été un facilitateur, parce que je pense qu'on en a tous souffert, et d'abord, en tant que collaborateur, nous avons eu beaucoup de cas, et voilà, donc c'est un moment où on l'a vécu nous tous, hein, avec nos proches, et dans nos régions aussi. Donc la Covid a été d'abord un ensemble de situations personnelles très compliquées. Sur le volet de la transformation, parce qu'en fait, on l'a démarré en mars 2020, et le Covid est arrivé quelques jours après. Et donc, évidemment qu'on s'est posé la question, mais déjà, on ne peut pas se déplacer, on est à distance, les outils, voilà, sont pas parfaits. Et on s'est rendu compte, alors on a fait aussi quelques arbitrages, simplement parce qu'il y a des gens qui n'étaient plus là, étaient malades, projets qui se sont gelés. Mais malgré tout, quelques mois après, le constat qu'on a fait, assez bizarrement, c'est que finalement, cette obligation de se mettre à distance, cette obligation de collaborer en agile, a été plus une façon d'être beaucoup plus résilient finalement. Donc ça a été une résilience supérieure. J'étais le premier étonné de ce constat, et on l'a partagé avec notre sponsor, avec le management et avec toutes les filiales, enfin pas toutes, les filiales avec qui on avait fait les pilotes. Et ils ont été quasi unanimes pour dire qu'effectivement, s'il n'y a pas eu l'agile, peut-être que ces projets auraient soit dérapé, soit on les aurait aussi gelés, etc., etc. Donc ça a été effectivement une bonne surprise sur le volet agile. Ça marche. Merci beaucoup, Soel, pour cette réponse. Encore une autre question. Comment, selon toi, promouvoir la délégation, la prise d'autonomie, l'horizontalité dans des pays où la culture de la hiérarchie, la seniorité, est tellement ancrée dans la société?
Alors, d'abord, la culture du chef, c'est pas que dans les géographies 9 mots, c'est partout. Hein. C'est en Europe, en France, à Paris, il y en a partout. Je pense que ces choses-là nécessitent réellement qu'il y ait un alignement de l'ensemble du corps managérial de l'entreprise. Dans notre contexte, évidemment, quand on parle d'une entité, quand on dit on fait la transformation dans le BU, on parle tout de suite de 20 entités. Okay, donc, une fois qu'on en a fini une, il nous en reste encore 19. Hein, bon. C'est ça qui met notre complexité. Mais nous avons cette chance, voilà, je pense que c'est une chance incroyable que à la fois notre top management à Paris, notre sponsor, les top management des régions et des filiales sont très impliqués, très positifs, et je pense elles vivent dans un monde où l'agile aujourd'hui n'est plus une mode, c'est un must. Enfin, je veux dire, tout le monde, il suffit d'ouvrir les journaux. Tout le monde fait du digital, tout le monde sait que c'est un enabler qui permet d'avancer plus vite, d'être plus régulier, d'éviter le gaspillage, etc., etc. Donc je pense qu'une des clés, c'est cet alignement des astres pour que le top management, le management, l'ensemble des collaborateurs jouent le jeu de se faire confiance, d'accepter l'erreur, d'harmoniser la façon avec laquelle on fait les objectifs individuels, collectifs, etc. Et de jouer, d'essayer, tout simplement. Et c'est sûr, c'est pas évident hein, pour un manager, on a fait les objectifs, ah tiens, objectif loupé, pourquoi? Tout de suite dans la convocation des problèmes qui ont fait que ça n'a pas marché. Et pas dans, ok, c'est vrai, qu'est-ce que cela nous a permis d'apprendre et comment je fais mieux le lendemain. Donc c'est une culture qui doit se diffuser. Et les thématiques qu'on a développées sur les postures doivent avant tout, hein, c'est sur le troisième thème qu'on a développé, avant tout répondre à la question que tu viens de poser, Comba. Ça marche. Merci beaucoup pour cette réponse. Ouais. Je vois que l'heure tourne. J'ai encore 2 petites questions. Quelle clé de succès pour embarquer le business et garder la transformation centrée autour? Très simple. Si j'osais, je dirais pas de PO, pas de projet. Non, en fait, oui. Et ce qui est bien, c'est que nous avons bâti cette conviction. Je sais qu'on a lancé l'Agile il y a 2 ans, on a mis ça au centre. Pas de product owner, pas de projet. Tout simplement. Pas de sponsor, pas de projet. Enfin, pas de projet. Pas de projet en Agile, j'entends. Voilà, il faut investir, je pense, intelligemment, faire des choix. Parce que faire de l'agile, ça suppose aussi de l'accompagnement, payer un coach. Ils ne sont pas gratuits, les coachs, ils coûtent cher. C'est de la culturation, c'est de la sensibilisation, c'est faire des succès. Et c'est ça qui emmène petit à petit à cette conviction que, effectivement, le business doit tirer cette transformation quasiment. Et quand on voit les résultats, comme je vous l'illustrais tout à l'heure, où c'est d'ailleurs dans 2 copiles que j'ai observé très récemment, la semaine dernière et celle d'avant, il y avait un copil qui était sur un projet IT, un autre copil qui était sur les processus bancaires, il n'y avait pas d'IT. Et lorsque les sponsors et les product owners parlaient de leur activité, ils parlaient ce langage agile, ils parlaient d'épiques, de backlog, de trucs, etc. Et c'est ça qui permet de mesurer si cette prégnance du business avance réellement. Voilà. Mais ouais, on l'a observé quasiment quoi, un an et demi après. Ça vient pas tout de suite. Il faut le temps de l'expérimentation, il faut le temps des exemples. Et on a la chance, j'ai la chance, et mon équipe a la chance d'être dans des géographies où on est positif, on est enthousiaste, on accueille l'innovation très positivement. On accueille la modernité, on accueille les nouvelles façons de faire très positivement. Et ça, c'est une chance. Merci beaucoup, Sohail. Une dernière question. Est-ce que tu peux nous citer des exemples concrets qui ont permis d'intégrer les business dans cette transformation? Alors,
je ne sais pas si c'est des exemples, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, rien que quand on a démarré la réflexion sur l'agilité, la majorité des gens qui étaient autour de la table étaient issus du business, que ce soit les patrons des régions, les patrons de filiales, des COO. Voilà, on avait quasiment une surreprésentation du business. Ensuite, on a fait les acculturations. C'était long aussi, hein, parce que 20 pays à acculturer, trouver des créneaux dans les agendas, c'est pas simple. Hein. Encore une fois, une de nos difficultés, c'est que quand on a fait une fois, on n'a pas fini. Il y en a encore 19 à faire. Donc, et plus les régions. Donc, c'est plus que 19, c'est 25. Donc, voilà, c'est à petits pas. C'est à petits pas, petits pas, petits pas. Et puis, là, on a été accompagné par cette chance qui nous sourit, c'est que voilà, l'accueil est très positif, très enthousiaste. Il y a une conviction partagée. Et on peut aussi être reconnaissant avec les patrons des régions et des filiales qui quelque part, nous disent allez-y, quoi, allez-y. Donc, je pense que c'est des conditions hyper favorables pour faire l'agile. Après, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'on trouve toujours des créneaux, voilà. Je ne dis pas que tous les projets réussissent, mais cet enthousiasme nous porte et nous permet de réaliser des choses, y compris sur le volet culture, qui sont pour nous extrêmement enrichissantes, extrêmement positives. Et encore une fois, en toute humilité, quand je me compare à des business units chez Société Générale ou sur la place, qui en sont à faire du safe, etc., avec des modèles de maturité très élevés, je suis extrêmement modeste, extrêmement humble sur le niveau qu'on a atteint. Mais je pense que c'est une façon de faire et des angles d'attaque qu'on a pris qui peuvent peut-être aider ceux qui seraient dans notre position. Très bien, merci. Je vois qu'il nous reste un petit peu de temps, alors je vais prendre encore une dernière question. La transformation agile menée chez AFMO depuis 2 ans, quel est aujourd'hui le feedback des filiales subsahariennes en termes d'appropriation de cette culture pour le développement de leurs ressources? Est-ce qu'il y a des choses à adapter par rapport à notre contexte de filiales africaines? Alors, si la question est un focus particulier sur l'Afrique subsaharienne, bon, l'Afrique subsaharienne, c'est environ, pas environ, c'est 14 filiales, 2 régions, ça va du Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire, Burkina, qui finit en Mozambique, Madagascar, Cameroun, etc. Voilà. C'est quand même très très large, et c'est difficile à généraliser à l'échelle continentale. Néanmoins, sur les filiales et les régions qui ont testé les modes agiles, il me vient plusieurs projets ou plusieurs activités bancaires pures. Et j'insiste beaucoup sur les activités bancaires. L'agile, ce n'est pas que pour les projets IT. Vous avez un processus d'octroi de crédit corporate ou retail, donc vous n'êtes pas content. On peut agiliser un processus. Je ne parle pas de lean, hein. On peut juste agiliser, c'est-à-dire apprendre les gens à travailler différemment. Hein. Comme dirait un célèbre ami qui va se reconnaître, l'agile, c'est pas faire autre chose, c'est faire autrement. Donc ces exemples-là leur ont permis, d'être extrêmement étonnés eux-mêmes que ça marche, tout simplement. Quand on a commencé sur les premiers projets, enfin nous, on était plutôt, on les accompagne en tant que coach, etc., mais quand ils ont vu qu'ils ont commencé à délivrer de la valeur sur des sprints réguliers tous les 3-4 semaines, avec des deliveries qui étaient très séquencés, c'est des business qui commençaient à dire « Ouh là là, arrêtez de délivrer parce qu'on n'arrive plus à suivre ». Voilà, ce sont des espèces d'indicateurs de chakras qui s'ouvrent, on dit « Ah ben tiens, ça commence à prendre ». Et voilà, et après, ça ne loupe pas. Les managers le voient, les patrons des filiales le voient, des régions le voient, et ils ont envie d'aller beaucoup plus loin, d'aller tester ça sur d'autres projets ou sur d'autres processus bancaires. Voilà. Donc, oui, ça prend bien. Il y a des petites communautés qui se forment comme ça aussi, de façon assez sporadique. On a évidemment structuré une grosse communauté de tous les praticiens, bien sûr, mais il y a aussi des petites communautés qui se font. Il y a beaucoup d'enthousiasme.
l'Afrique est en ça assez particulière, c'est qu'on accueille avec beaucoup de positivité, beaucoup d'enthousiasme la nouveauté. Et donc, voilà, on a énormément d'enthousiasme et ça réveille beaucoup d'envie. On a aussi défini des parcours de certification, on est en train de le faire. Là aussi, ça va donner de la valeur aux personnes elles-mêmes et donner de la valeur à ce qu'ils font, leur visibilité dans l'entreprise. Et on sait que beaucoup de gens vont se porter candidat pour suivre l'ensemble de ces parcours. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Kumba, mais c'est ce que j'avais envie de dire. Oui, après, je confirme, il y a effectivement des clés de réponse dans ce que tu viens de nous dire. Mais ce sera pour le coup la dernière question, parce qu'il est déjà 19h19, donc je repasse la parole à Jean-Nicolas. Merci beaucoup, Soël. Je t'en prie. Merci Kumba, merci Soël. Donc effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc encore une fois, merci Soël d'être venu nous partager ton regard sur cette transformation agile au sein d'AFMO. C'est normal. Voilà, et la manière dont tu abordes ces changements culturels. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont participé à la logistique de ce webinaire, et notamment Cyrielle, qui a designé en direct la fresque que vous avez dû voir s'afficher sur vos écrans. On la communiquera bien sûr à la fin de ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes et un notamment qui aura lieu en octobre pour parler encore de transformation, d'agilité et de produits. Et avant de partir, je vais vous demander un dernier effort, ça dure 10 secondes, c'est de répondre sur le chat un petit lien pour avoir des feedbacks, votre feedback sur ce webinaire, ça nous aidera beaucoup. Voilà, encore merci à tous, très bonne soirée, merci Soël et à très bientôt. Merci à vous et merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.